Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Philharmonade où on va parler de la danse qui a été peu abordée en philosophie, probablement à cause d'un certain dédain envers le corps. On peut penser à Hegel qui, dans sa hiérarchie des arts, place l'architecture ou même la musique comme des arts de rang inférieur, car considérés comme trop matériels, alors qu'au contraire la littérature et la poésie sont placées en rang d'honneur. Parce qu'ils me considéraient immatériel. Et la danse n'est même pas mentionnée. Pourtant, on pourrait la considérer comme un problème philosophique par excellence, puisque, alors certes, le temps, l'espace, la liberté, la passion, la raison sont des problèmes bien philosophiques, mais la danse, finalement, les rassemble tous dans une discipline. Et on pourrait même dire que la danse est une philosophie, une métaphysique, plutôt que de parler de philosophie de la danse. C'est presque la philosophie incarnée, et moi j'aime bien faire la philosophie comme ça, c'est-à-dire que la philosophie c'est pas un ciel abstrait, ça part de l'expérience, et ensuite on réfléchit, mais on vit avant de se demander pourquoi on vit et pourquoi on fait les choses, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Donc c'est pas la simple application de la pensée, mais la pensée en acte, en mouvement et avec style, enfin peut-être pas du style d'ailleurs. La pensée en action. Voilà. Et le moment où les esprits, j'ai vu cette formule un jour, je sais plus de qui, mais se sculptent comme des corps. Ça, j'aimais bien. Et donc, je suis ravie d'accueillir Angelo Monaco, professeur de modern jazz à Nice. Je fais des stages un peu partout, en Italie aussi, et j'interviens sur des écoles de danse un peu partout, voilà. Parce que j'adore changer et je pense que c'est la chose la plus importante pour toucher le plus possible des élèves, pour continuer. Parce que pour moi, l'enseignement, c'est une continuité. Ça ne nous appartient pas. On n'est que des points de transition. Voilà. Et en l'occurrence, on est là, vous voyez le cadre, on est au festival d'Arc, dans le lieu où se passe le stage de danse à Châteauroux. Et donc, je vais te poser du coup des questions, certaines questions, des questions que moi je me posais, mais aussi des questions de philosophie de l'art, vraiment, que j'ai trouvées, donc qui sont données à des élèves de lycée, etc., qui, je pense, pourraient donner des réponses intéressantes. Et par rapport à ce que je viens de dire, j'ai vu une question qui pourrait être intéressante, c'est rendre visible l'invisible, est-ce la vocation de l'art, en l'occurrence de la danse. Et comme tu parlais du fait que il y a ce qu'on perçoit par nos sens, et puis il y a ce qui est invisible, finalement, à ce qu'on atteint grâce à la danse. Je me suis dit que c'était une question qui pouvait parler. Rendre visible l'invisible, est-ce la vocation de l'art? De l'art en général ou de la danse? La question c'était de l'art en général, mais est-ce que particulièrement la danse? Parce que c'est la pensée incarnée. Oui. C'est invisible, ce n'est pas Oui, dissible. la pensée incarnée, tout à fait. C'est ça, la pensée incarnée. Mais comme je disais, c'est pas simplement l'autre interview qu'on avait parlé, c'est pas simplement une question de pensée. C'est une question aussi de désir, des émotions, voilà, d'émotions, de sentiments. Par exemple, il y a quelque chose. Oui. En gros, est-ce que ça exprime mieux que des mots? Tout à fait. C'est vrai, l'invisible, mais tout, il naît dans l'invisible. Tout, ils naissent dans l'invisible, je pense. Même, je pense, les projets les plus fous, les choses, ils naissent déjà avec une pensée, avec un désir, avec une envie de se dépasser. Donc, c'est normal. Pour ce qui me concerne, c'est de donner du corps aussi à la musique. Parce que moi, ça m'inspire énormément, la musique. Dans le modern jazz, par exemple, dans le jazz, si on veut, c'est une danse extrêmement instinctive, qui a des sources vraiment un peu... Je ne veux pas trop rester essayer d'intellectualiser, tu sais, le jazz. Parce que sinon, après, on va perdre cette spontanéité de l'instant. Donc, si tu veux, quand je commence à créer, c'est la musique aussi qui m'amène, qui m'évoque des sensations. Par exemple, de ce qu'on est en train de travailler, par exemple sur le chant ukrainien, cette musique qui parle de la renaissance, qui parle que l'hiver il berce le printemps pour qu'il fasse
revenir à la nature dans toute sa splendeur, comme les couleurs, les fleurs du printemps. Donc, il parle de s'aimer, de faire sortir des plantes. Vraiment, tout à l'heure, je pensais le fait de s'aimer, le mot s'aimer, le double sens. Et justement, dans là, c'est quelque chose de concret, comme la chanson, la musique, les paroles. Donc là, il est né de ça. L'écriture, elle est née de ça. Donc c'est comme une vraie transformation, une vraie renaissance. Et oui, mais pour revenir, après, j'écoutais les paroles. Donc, en certain sens, je les traduis dans le geste corporel. Et après, j'écoutais énormément les pulsations. Et ça, il m'a ramené dans un état vraiment de mouvement vers la terre, quelque chose de tribal, quelque chose qui oui, il passe toujours avec une réflexion. Parce que c'est pas, mais même l'improvisation, moi je trouve que l'improvisation aussi. Du coup, je vais passer à ça. Ouais, même l'improvisation, il y a toujours cet instant, tu sais, dans lequel il y a un choix de quelque chose. Après, c'était vraiment quelque chose de toujours très mystérieux, ça. Parce qu'il y a des fois que j'atteins vraiment un état de transe, par exemple dans l'improvisation, et que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui te guide, que tu es consciente. Ça qui m'intéresse beaucoup. Alors, avant de passer à ça, justement, juste deux choses, parce que tu as mentionné l'interview qu'on avait déjà faite. Oui. Je dis, alors là, à l'heure où je parle, elle n'est même pas encore tapée, mais elle va sortir, elle va être publiée sur le site de Toute la Culture, toutelaculture.com. Je pense qu'en tapant Angelo Monaco, vous allez trouver. Et puis oui, le spectacle, donc à la fin du stage de 2 semaines à Dark, il y a un grand spectacle avec tous les stagiaires. Et voilà, donc comédie musicale, toutes les danses qu'on peut trouver, et tout ça fait un vrai spectacle autour d'un thème. Là, cette année, c'est l'oxygène. Et du coup, pour revenir à l'improvisation, je regarde mes notes ici. Je les trouve pas, évidemment. Mais il y a plusieurs... En fait, j'ai noté plusieurs citations par rapport à ça. Donc oui, au sujet de l'improvisation. Il y a une question que je pose souvent aux musiciens de jazz, puisque c'est quand même le genre musical où le but c'est d'improviser. Quand il y a une grille, c'est un prétexte à l'improvisation. Ce qu'on attend, c'est ce moment-là, il y a un chanteur qui n'improviserait pas, par exemple, on s'ennuie un peu. C'est vraiment le but. Et du coup, en danse, je pense que c'est particulièrement intéressant de te poser la question de la différence entre la chorégraphie et l'improvisation. Déjà parce que... Alors moi, quand je pose cette question aux musiciens, je dis ça parce que... en même temps, une idée de morceau peut venir comme ça, et donc c'est un peu improvisé. Ensuite, il y a le travail de structure, mais déjà, dans l'improvisation, c'est un peu une structure sur l'instant. En plus, si on l'enregistre, elle devient plus du tout éphémère, elle peut même devenir iconique et tout. Donc, est-ce que la différence entre la composition, que ce soit chorégraphique ou musicale, se situe au niveau du temps, parce qu'on voit finalement c'est pas si clair, ou au niveau de la structure? Et quand en fait la choré, elle est créée quasiment instantanément. J'ai l'impression que tu l'as créée dans le cours parfois. Non? Oui. La suite. Il faut faire vraiment la différence entre quand tu fais une création pour des danseurs professionnels et quand tu fais une création, par exemple dans le cas de Dark, je me suis pris un temps d'observation. Dans le sens parce que il faut faire remonter le travail de création et le travail pédagogique dans le contexte où tu vas amener des élèves qui sont, par exemple, le cours vraiment débutant, initiation. Il y a quelque chose de magique qui se crée parfois, dans le sens que j'observe déjà, fais attention, le discours matériel, les élèves. Donc, c'est comment ils réagissent, quelles connaissances techniques ils ont, comment leur corps il est vécu. Donc, de conséquence, je me suis fait donner, par exemple, après, tu as la partition musicale sur laquelle tu composes. Donc là, c'est différent. Là, c'est différent parce que il y a une forme de bienveillance, une forme de sacrifice pour
que les élèves, même si le mot sacrifice est un peu fait trop, hein, mais de ma demande personnelle, de ma demande qu'est-ce que j'aimerais moi. Oui. Mais là, si tu dis qu'est-ce que tu aimes, tu n'es plus pédagogue. Donc c'est quelque chose que il faut que dans le moment que tu as vu vraiment qui tu es en face de toi, la musique, il faut que tu fasses toujours cette compromis entre tout ce que tu veux et qu'est-ce qu'ils peuvent faire les élèves, et aussi comment les valoriser. Et comme l'écriture, il faut qu'il soit lisible du public. Donc pour ça que Dark, c'est très intéressant pour moi. Après, je pense que pour tous les profs. Mais pour moi, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un travail et pédagogique et un travail aussi de création avec des personnes que voilà, ils ne sont pas des professionnels. Par contre, quand tu travailles avec des professionnels qui sont à niveau, que tu fais des auditions, d'autres choses, là, c'est pas forcément le rythme, la pulsation, tu sais, du morceau ou la mélodie. Voilà. Je pense qu'il y a toujours cette histoire. Oui, le rythme, c'est important, la pulsation, okay, que tu as là. Donc, de conséquence, déjà, il y a une forme de matériel de base. Après, il y a la mélodie. Après, il y a l'histoire du morceau. Parce que quand même, dans le jazz, on reste dans le figuratif. C'est pas de l'abstrait. Donc, il faut qu'on... Même si ils disent qu'aujourd'hui, le jazz, il est en train d'aller vers quelque chose de conceptuel, mais non. Mais alors, à ce moment-là, tu comprends, c'est plus du jazz. Le jazz, c'est vraiment... il est né dans l'instant, dans le sentiment qu'il procure. Par exemple, la danse jazz, c'est vraiment... Quel sentiment, quelle émotion qui te procure le morceau la composition musicale que tu choisis. Donc, il y a, si tu veux, une création libre mais conditionnée à la fois du choix de la musique. Voilà. Pour ça qu'on voit le post-moderne, tu sais, de comme on parlait de Cunningham et John Cage, tu comprends que par exemple, lui, il montait la musique de son côté, et lui montait sa chorégraphie, et après les mettait ensemble pour ne pas être conditionné ni l'une ni l'autre de l'histoire, au départ. Donc, nous, on n'est pas dans ça. Nous, par exemple, dans le jazz, on a besoin du support musical. C'est hyper important, ça. Ou de la pulsation rythmique, parce que tu peux faire quelque chose seulement sur la percussion. Donc, des conséquences. Mais je pense qu'il y a vraiment cette connubio, comme ils disent en latin, tu sais, cette union, cette fusion entre les deux, que la chose, des fois, ça marche. Parce que c'est vraiment, une, il prend l'énergie sur l'autre. Et des fois, par exemple, quand je me mets dans une écriture basée sur le lyrical jazz, par exemple, que c'est une autre stylistique, moi, je dis tout le temps aux élèves, par exemple, c'est le lyrical jazz, tu prends l'appui sur les paroles, sur la métrique des mots. Oui. Voilà, et pas tellement sur le rythme, sur la structure rythmique. Et donc, de conséquence, qu'est-ce qui se passe? Que je dis tout le temps, le public, il faut pas qu'il se perçoive si c'est le corps qui crée la musique ou la musique qui crée le corps. Voilà. C'est intéressant en plus parce que ça veut dire que là, la danse a besoin d'un autre art, la musique. Ah oui. Il n'y a pas de... Ouais. Ah oui. Ouais, ça, c'est intéressant. Dans tout quand on parle du jazz, moi je parle de jazz, hein. Oui, oui. De jazz vraiment qui se fond encore dans la tradition. Oui. Voilà. Il n'y a pas. Parce que quand même, ça reste une danse, malgré elle évolue, mais ça reste une danse populaire. Avec des racines très populaires, comme le blues. Tu comprends, comme le jazz aussi. Donc, de conséquence, malgré il y a toute une partie sophistiquée, comme dans la danse, le modern jazz, il y a une partie sophistiquée, comme le jazz sophistiqué, le jazz rock de Miles Davis. Donc, de Coltrane, de Charlie Parker. Donc, il y a quelque chose déjà qui rentre dans un contexte très sophistiqué. Donc, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on a une nature très populaire, très traditionnelle aussi. Donc, oui. Où se situerait la différence vraiment entre la composition et l'improvisation? C'est intéressant ce que tu... Moi, ce que j'aime bien, ce qui me paraît le paradoxe qui n'en est pas vraiment oui, qui est génial de l'improvisation, c'est que, alors ça on le sait scientifiquement, notre cerveau décide avant que ça arrive à notre conscience, quoi qu'on fasse. Voilà, c'est ça pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas le truc... Voilà.
Mais là, l'improvisation, c'est le moment, il me semble, où moi, je pense surtout au niveau du scat, quand je scat, en fait, c'est vraiment, on fait quelque chose. Oui, un peu, un peu. Je suis obligée, vu mes parents. J'aurai des vidéos si je veux. Ok. En fait, normalement c'est sur l'instant, mais donc forcément ça vient un quart de seconde avant. Et il y a Jérôme Duvivier qui me disait ça, qui est un professeur au stage de jazz vocal à Cray, que dans l'improvisation, il y a les 3 dimensions du temps qui sont réunies en une. Le passé, puisqu'on doit être conscient de ce qui s'est passé avant, l'instant, puisque ça doit être dans l'instant, l'improvisation, et le futur, parce qu'il faut anticiper l'harmonie qui va suivre. Et voilà. C'est sur le moment. Voilà. C'est tout à fait ça. Et donc, en fait, on a déjà décidé, parce que notre cerveau décide avant, de toute façon, mais c'est pas encore arrivé à notre conscience, et il faut quand même le faire. Et donc, c'est vraiment un saut, ça fait peur, parce qu'on saute dans le vide, on doit se faire confiance, en fait. On doit faire confiance à ce qu'on a déjà décidé sans même le savoir. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'improvisation. Oui, mais tout à fait. Mais c'est tout à fait ça. Et ça oui, j'ai l'impression que tu disais un peu la même chose tout à l'heure. Mais du coup, où serait la différence vraiment entre l'improvisation et la composition? C'est la structure? Est-ce que c'est le temps en danse? Mais je pense que là, tu choisis tout de suite. C'est facile. C'est une question de l'instant. Parce que, tu sais, la danse, si tu fais la composition, tu t'arrêtes. Donc, tu travailles les choses, tu dis, ok, non, c'est pas bon. Par exemple, des fois, je filme quand je fais la composition, j'observe. Donc, je donne le moment de pause, je laisse mijoter. Et après, non, là, je suis pas allé trop dans le sens que tu as le temps. Tu as le temps pour améliorer. Tu as le temps pour approfondir. Voilà. Que l'improvisation, là, je pense que l'improvisation, c'est quelque chose que, si tu veux, il faut que tu la nourrisses avec vraiment un travail tellement subtil, dans le sens que, comme tu dis, les 3 phases, non, déjà, c'est 3 phases. Mais après, il y a quelque chose qu'il faut que tu alimentes ton corps toujours pour aller plus loin, pour découvrir, pour ne pas faire les mêmes chemins. Parce que des fois, j'ai vu des gens qui improvisent et ils tournent toujours du même esthétisme. En effet, à Grand Cam, je me souviens toujours, j'avais eu un discours avec lui, il m'avait dit que tu commences à improviser au bout de 4 heures, vraiment qu'il commence à sortir des trucs et tu n'as plus d'éléments. Donc, dans le sens que si tu n'es pas habitué à cette vacuité, à cet état d'aller découvrir, d'aller dépasser, tu vas choisir constamment un esthétisme, une écriture, des automatismes du corps aussi. Donc, pour ça que je pense que l'improvisation, au contraire, il demande beaucoup plus de liberté et de connaissance du corps et de disponibilité. Et que moi je parle toujours, cette forme de vraiment de transformation constante, cette métamorphose pour ne pas rester dans le chemin complètement habituel. Moi je me souviens toujours que j'avais fait une pièce pour un festival et je dansais dedans. Alors à l'époque je dansais dedans. Et il y a quelque chose que pendant ça, je voudrais vraiment partager ça avec vous, ça, que pendant un spectacle, c'était incroyable. J'avais fait toute l'écriture bien établie et j'ai senti quelque chose à l'intérieur que je me sentais limité. J'étais dans l'écriture que j'avais fait. Donc il y a une forme, je me suis senti vraiment possédé de quelque chose incroyable. Et quand je me regarde, même par exemple, la chose technique, elle passait à travers une facilité parce que j'étais dans l'instant. J'étais vraiment dans la philosophie, de nouveau, tu vois, la philosophie et même spiritualité, des choses. J'étais dans l'instant. Mais vraiment, dans ce moment, il n'y avait rien d'autre. Et là, j'ai vraiment, et je suis vraiment, je pense que
j'étais béni du Dieu de la danse, voilà. Dans ce moment, parce que il y a quelque chose d'extraordinaire que je sentais pas mon corps. Je sentais qu'il y a une fluidité, quelque chose dans le corps. Vraiment, et c'est des moments, et là, je pense que j'étais dans le maximum d'une phase. Cette phase, voilà, que j'ai du mal à expliquer. Mais j'étais d'une phase que vraiment, toutes les sensations, tout mon corps, il était dans une énergie. Et quand je me regarde, je dis, mais comment j'ai fait à faire ça? Voilà. Donc, je pense que là, j'ai atteint vraiment une forme de transe, quelque chose qui te possède et qui va au-delà de la conscience même. Bon, du coup, il y a une question que j'aime bien poser aussi qui est liée à l'improvisation et surtout que tu dis souvent que tu veux être sincère. Déjà, d'une part, je voulais demander précisément ce que ça signifie, ce que ça signifierait, mais aussi, est-ce que, je sais jamais si ça a vraiment un grand sens de poser cette question, mais où est-ce qu'on s'exprimerait le plus sincèrement? Est-ce que c'est dans la composition ou est-ce que c'est dans l'improvisation? Parce que l'improvisation, vu qu'elle a ce truc de spontanéité, on pourrait se dire, bah, c'est sincère, c'est ce qui vient tout de suite. Et en même temps, dans la composition, bah, vu qu'on a le temps de travailler, on pourrait se dire que c'est plus davantage. Non, les deux, ils sont sincères. Les deux, ils sont sincères parce que, hein? Non, parce que c'est comme dans la vie. C'est comme dans l'existence. Par exemple, dans la communication entre deux personnes, ok, je suis en train de me représenter. Ok, on est avec toi. Comme ça. Et si, par exemple, je me concentre sur l'image, sur la performance, l'image que pour te renvoyer, tu perds de sincérité. Tu es dans la forme, bien entendu. Et c'est la même chose entre la création et l'improvisation. Dans le sens que moi je dis tout le temps, on n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour plaire. Même si, à un moment de notre vie, dans notre jeunesse, on cherche la performance, on cherche le dépassement, le regard sur les autres idolâtrent, tu comprends? J'existe, oula. Donc voilà, regardez-moi. Je pense que, pas tous, hein, je ne veux pas généraliser la chose, mais je pense qu'il y a on a besoin de reconnaissance. Avec le temps, je me suis posé la question de la sincérité. Vraiment de la sincérité. De quand je monte une chorégraphie, je parte toujours dans une forme d'improvisation. Et après, voilà. Parce que si, voilà, ils viennent parce que le jazz, c'est ça. Même s'il y a des structures. Par exemple, à un moment donné, tu sais, il y a eu la critique contre ces nouvelles écritures de jazz et de l'époque, vous savez, de l'old school, admettons, vraiment des fondamentaux du jazz. Ils disaient, moi j'ai toujours fait très attention à ça, moi, dans le sens que je gardais l'énergie, je gardais la pulsation, je gardais ces éléments, mais après, je les mettais toujours, je les faisais naître toujours dans une forme d'improvisation, qu'il n'était pas structuré, il n'était pas codifié. Qu'il y avait beaucoup dans l'époque du jazz. Mais par contre, j'aime les transformer. J'aime les amener différemment. Mais, donc, parce que je pense sinon, il n'y aurait aucun sens d'appeler jazz. Mais par contre, si tu veux, la pulsation, l'énergie, la dynamique, ça, je m'inspire toujours du jazz. Donc, dans le sens que j'improvise, et après, je fixe les pas. Voilà. Donc, même la création, en effet, ça part d'une improvisation. Parce que moi, je me laisse, comme je te disais, je fais naître un sentiment, j'écoute la chanson, j'écoute la mélodie, j'écoute la pulsation, j'écoute toute l'harmonie. Après, je me mets dans un état d'histoire du corps, l'histoire du corps. Et donc, voilà, je pense que même l'écriture, dans moi, il naît aussi à travers une improvisation. Et même pour improviser, il faut beaucoup travailler. Il faut être techniquement fort, solide. Si on n'a pas, c'est important de rappeler toujours que l'improvisation, ça s'improvise pas, quoi. Ça demande beaucoup de travail en amont pour pouvoir être capable d'improviser et pas de faire n'importe quoi. Mais parce qu'il y a c'est comme par exemple, tu vois, les rappeurs, tu sais, qui font de l'impro. Ils ont pas trop d'un langage, ils ont un langage riche, ils ont l'oreille musicale, ils sont le son du mot, tu comprends, la rime. Donc
c'est un travail. Mais c'est un travail qui se travaille. Donc tu peux me dire, ok, parce que sinon tu trébuches. Il y a quelque chose que, voilà, pour ça qu'il faut une forme de connaître tellement l'outil, le corps, le fonctionnement, l'alignement, parce que tu fais un saut, tu tombes tout. Donc c'est vraiment, ça me fait rigoler, parce qu'il ne faut pas que ce soit n'importe quoi aussi. Il faut que tu transmets un sentiment, qu'il faut transmettre une lecture, comme si sinon tu vas parler et la personne qui t'entendant, les mots, si tu n'entends pas. Et comme les rappeurs, il y a certaines qui ont une dialectique vraiment, une façon de parler qu'on entend tout, et certaines que tu n'entends rien de tout. Donc à quoi ça sert, si tu veux? Donc il faut quand même qu'il soit lisible, qu'il soit placé dans l'espace, qu'il soit et ça, sinon, ils deviennent simplement quelque chose de personnel. Voilà. Et donc, il faut qu'il soit clair pour que, si tu le fais pour le public, après tu peux improviser tout seul, mais voilà, tu peux le faire. Hein. Oui. Donc, mais il faut quand même qu'il y ait une lecture. Voilà. Toujours sur l'improvisation, j'ai lu un essai plutôt littéraire, mais avec une grande portée philosophique, d'une dame qui s'appelle Catherine David. C'est la mère de Raphaël Enthoven, qui est le premier invité de cette chaîne, qui a écrit donc La beauté du geste. Et c'est une sorte d'essai à partir de sa pratique du piano et du tai chi. Donc elle lie souvent ces deux disciplines. Et aussi l'amour, en fait. C'est un essai qui tourne autour de le tai chi, le piano, l'amour et les liens entre les trois. Donc des pratiques artistiques. Et à un moment, elle fait des liens entre ces trois choses-là. Et à un moment, elle écrit, en parlant du piano, le piano n'est pas non plus une partie de jambes en l'air, un jeu de mains, de bras, d'épaules tout au plus, une ascèse sensible limitée à l'épiphanie sonore. Rien de comparable avec la coulée des corps au mi-temps du lit quand ils sont longs et chauds et interprètent le désir en improvisant des spirales. À l'inverse du pianiste, dont la liberté se mesure à sa fidélité au texte. Alors déjà, là, c'est discutable parce que le pianiste de jazz, non. La liberté il y a se une mesure structure, pas à sa fidélité au texte. Voilà. Les amants ont du génie pour autant qu'ils improvisent. Mais il arrive que le piano se soumette au geste comme le temps à l'amour. Alors, il y a une autre citation que j'ai trouvée, je me suis dit, on dirait Angelo Monaco, le geste peut se définir par ses effets, mais n'existe que par la sensation qui lui donne corps. Voilà. C'est magnifique, j'adore cette femme. Voilà. Et bon, au pire, si jamais ça mène pas à d'autres réflexions, questions, je partage juste cet extrait parce que je trouve ça génial. Voilà. Mais oui, mais moi, dans tout ce que ça me concerne, dans tout, hein, il faut tout ce que je vois, tout ce que je fais, il faut qu'il me provoque des sensations à l'intérieur, des sentiments, des émotions. Ça, c'est la première chose. Et quand je suis tellement, si tu veux, je suis tellement prise de ça, que quand, voilà, tu es dans mes cours, hein, ma question est dit, est-ce qu'ils prennent du plaisir quand ils font ça? Parce que c'est vraiment un partage de corps. Tu comprends? C'est un partage des émotions, des sentiments. Donc, je me dis, si je prends du plaisir, il prend du plaisir. Ça peut sembler prétentieux, tu comprends? Mais de la communication. Mais en effet, encore une fois, j'essaie de mettre en place ce discours d'empathie. Dans le sens de me connecter à vous, à votre énergie, à me connecter. J'essaie toujours d'essayer de me brancher sur chacun de vous. J'essaie d'utiliser même des mots, tu vois, de m'imprégner de vous. Je vous observe énormément. Et j'essaie vraiment de dire, voilà, est-ce que ce sentiment, à travers l'observation, et essayer de comprendre toute leur indécision et leur envie et leur désir, si c'est pas que je vais proposer, ils vont prendre du plaisir. Moi, c'est la première des choses que je me dis. Parce que si tu prends du plaisir,
tu donnes du plaisir. Voilà, comme elle disait, ça c'est ça. Ouais. C'est pas simplement une partie de jambalais, on me dit. C'est vraiment, c'est pas quelque chose. Parce que justement, on parlait de la technique, mais ouais. Mais oui, c'est quelque chose qui naisse vraiment une danse des sens. Genre, tu attires, tu observes, tu écoutes, tu désires l'autre. Mais ils naissent de quelque chose, pas forcément pour plaire simplement, mais quelque chose qui naisse un peu plus profondément. Et comme ça, je pense que c'est la base d'une écriture. Je pense qu'à la base, il y a ce contexte de plaisir. Sinon, bon, dans tout cas, dans mon cas, hein, parce que la danse jazz, pour moi, s'il n'y a pas ça, c'est wow. Audrey Bosque, du coup, qui fait en Raga Jam, donc dancehall, mais le concept c'est Raga Jam, elle dit exactement la même chose. Mais oui. C'est logique. Et un tout petit peu différent, mais pour ce truc de capter l'énergie un peu, ça me fait... Moi, c'est comme ça que j'ai appris du vélo. Déjà, j'ai appris à 7-8 ans, parce que je galérais pendant 3 ans, je n'arrivais pas, je tombais. On a essayé de m'apprendre d'ailleurs de façon pas forcément très pédagogique, mais j'arrivais pas. Et j'étais avec ma mère dans l'allée, et puis je me dis, bah, je vois d'autres enfants plus âgés que moi, des ados, qui passent, je les vois tranquilles, je me dis, c'est pas possible, ça n'a pas l'air bien compliqué, pourquoi moi j'y arrive pas? Voilà. Mais ce que j'ai fait, donc ils t'ont transmis la tranquillité, ils t'ont transmis ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça que j'ai réussi, parce qu'effectivement, je me suis dit, bon, je vais rouler en regardant les pieds et les roues de la fille devant moi, comme ça je me dis, j'étais en désespoir de cause, je me dis, ça se trouve, je sais pas, mon corps il va faire pareil, je vais faire, et ben voilà, j'ai réussi comme ça. C'est-à-dire, j'ai roulé en regardant la fille faire. Mais ça, c'est le neurone miroir. Voilà, c'est le neurone miroir. Et après, je repensais à ça parce que ça aussi, ça m'a frappé. J'étais en cours de classique, et bon, c'est un exercice avec ma prof. Je sentais, pareil, un peu un inconfort, qu'il y avait un truc qui était pas. Je vais faire la même chose. Je vais regarder ma prof, je vais faire en même temps que je la regarde. Et elle m'a dit, c'est bien. Et je dis, ça marche. Mais pour ça que moi je dis que ce style d'art, il passe beaucoup à travers la communication non verbale. En effet, moi, tu l'as vu dans l'enseignement, moi je crée des images. Oui. Je crée des images. Et fonctionne beaucoup plus que d'explications techniques de corps, de muscles, d'articulation et machin. Non. Rien à voir ça. La danse, vraiment, c'est une histoire vraiment d'échange direct, d'observation. Le fameux jeu, le jeu. Tu comprends? Dans le moment que moi, je me rends compte que vraiment mes premiers pas, c'est en regardant la télé, en regardant des spectacles. Et après, la première fois que je me suis trouvé dans un cours de danse, le prof, il m'a dit, mais tu es sûr que tu as jamais fait de la danse? Parce que moi, je me faisais posséder dans ces images, dans ces sensations. Mais si tu n'as pas cet imaginaire, c'est pas possible. Tu peux pas faire un cours de danse d'un état comme ça. Non. Il faut que tu crées cette fête à l'intérieur, ce jeu constant. C'est le jeu. Et que c'est la base, si tu veux, de l'art-thérapie. Regarde un peu un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde, il te fait un dessin, il travaille son imaginaire et il te donne le dessin. Comme si tu avais donné une Mona Lisa. Ouais. Ok? Tu commences à grandir et qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas dessiné. Ouais. Donc, alors voilà. Et tous les arts, il faut les apprendre avec cet état de jeu, cet état de découverte. Comme la philosophie. Comme la philosophie. Voilà. C'est une très bonne conclusion là-dessus. Alors, oui, je voulais parler de la technique. Il y a une question de philosophie sur laquelle je suis tombée encore, que j'ai bien aimée, c'est l'art existerait-il sans la technique? Et aussi, la technique nous est-elle plus nécessaire que l'art? Et en fait, j'ai pensé cette question, elle me fait penser à une nouvelle écrite par Balzac, qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu, qui est trop bien. Si jamais tu l'as pas lu, je te la conseille. Et à un moment, il parle d'un maître qui s'est un peu laissé, un maître peintre, qui voulait en gros, c'est fictif, hein, mais qui veut se débarrasser des formes et qui veut que la chair, en fait, il peint que des pâtés parce qu'il veut supprimer le dessin, mais à force, il perd la technique, il perd tout, voilà. Et donc, le narrateur dit, le dessin donne un squelette, la couleur et la vie, mais la vie sans le squelette est une chose plus incomplète que le squelette sans la vie. C'est Porbius qui dit ça.
Et moi, j'avais dit, c'est-à-dire que l'expression sans l'incarnation, sans les moyens techniques, est une chose plus incomplète que la technique sans l'expression. Parce qu'il faut faire travailler sa dextérité pour réaliser ses belles idées. C'est-à-dire que là, je vais prendre l'exemple pour le coup de la souplesse, mais c'est-à-dire que on peut pas voir, mais je peux pas m'asseoir avec les jambes tendues et avec le dos. Je suis obligée de plier. Je peux pas. Déjà, ça tire. Mais par contre, tu peux créer une écriture. Oui, y a pas besoin. Dans le sens que pour moi, la technique, c'est la connaissance. Oui. C'est la connaissance. Dans le sens que, déjà, c'est la connaissance. Parce que tu comprends vraiment comment ils fonctionnent les muscles, comment il fonctionne l'analyse fonctionnelle de ton corps, comment il fonctionne, comme les forces opposées. En effet, il y a beaucoup de la physique dans l'application du mouvement. Donc, c'est aussi, comme moi je dis tout le temps dans les cours, c'est aussi quelque chose pour préserver le corps. Parce que dans la danse, parfois, dans l'écriture technique, il y a des choses qui ne sont rien de naturel. Donc d'abord, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est le naturel, pour essayer d'expérimenter certaines choses pour qu'ils ne s'abîment pas. Je te parle d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, voilà, tu forçais, par exemple, les cours de classique, tu forçais fort parce qu'il y avait des codes, des besoins. Donc, voilà, il y a des choses. Moi, je trouve tout le temps que vraiment la technique, c'est vraiment une exploration et d'abord du corps, d'abord de certaines formules du corps. Comment? Et après, cette connaissance, tu l'appliques à les différentes techniques. Voilà, ça c'est la chose principale. Après, la technique, c'est le socle de la créativité. Regarde un peu une personne comme Picasso. Picasso, c'était un grand technicien comme dessinateur. Et après, voilà. Dans le sens, comme on dit plein de monde, il faut construire pour détruire. Et sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que détruit s'il n'est pas construit? Donc, ça peut passer dans quelque chose qui est privé complètement d'un sens. Ok? Dans le sens que il y a aujourd'hui, j'ai regardé une émission sur Hawkins, le grand astrophysicien. Non? Il disait que pour aller plus loin, il faut qu'on sache d'où on part. Donc, c'est quelque chose de hyper important, ça. Nous, on doit construire dans les racines. On doit savoir qu'est-ce que c'est un axe, qu'est-ce que c'est une verticalité. Et après, à travers ça, on peut explorer. Et je me souviens d'une phrase de Leonardo da Vinci qui disait, précisément, il disait que la connaissance, c'est après, il faut qu'il se confronte avec l'expérience. Oui. Voilà. Donc, lui, c'était un grand technicien, il connaissait comment on fait. Et alors, il expérimentait plein de choses. Parfois, l'expérimentation, c'est la chose qui ça l'intéressait plus, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas fini. Donc, mais, par contre, il avait une grande technique. Du coup, tu seras d'accord avec le fait que c'est plus important que l'expressivité, en gros, ce qu'on a à l'intérieur. Parce que si on a des choses à exprimer, mais qu'on n'a aucun moyen de l'exprimer, on n'exprime rien. Alors que même si on n'a pas grand-chose à exprimer, si on a la technique, on peut déjà faire des choses, non? Grâce à... Je pense que moi, pour ce qui me concerne à moi, après, voilà, tout est contredit, hein. Mais moi, je sais, par exemple, dans mon parcours personnel, qui me concerne à moi, que la technique m'a aidé énormément. Mais ça, c'est moi. Après, il y a des gens qui disent, voilà, la technique, tu es trop codifié. Moi, j'ai des amis qui sont plasticiennes à Nice, et ils disent, des fois, ils m'ont critiqué dans mon travail, surtout trop de techniques, trop de lignes, trop de choses. Tu vois, et parfois, ils acceptent plus des choses qui viennent de quelque chose complètement qui partent d'une abstraction totale. Oui, ça veut pas dire qu'en fait, ils sont pas capables de... En gros, il faut d'abord être capable d'avoir une technique. Moi, c'est mon point de vue. Moi, c'est un point de vue. Alors, moi, au début, je dansais comme un enfant, tu comprends? J'avais l'enthousiasme, j'avais la passion et je dansais. Et je me suis rendu compte
qu'elle était limitée, ma danse. Oui, elle était créative. Mais après, avec la technique, j'ai pu expérimenter quelque chose comme une suspension, comme quelque chose que tu restes suspendu parce que tu sais comment jouer avec l'axe, comment jouer avec le déséquilibre. Donc, elle a créé d'autres idées. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Je pense donc, c'est pour ça que je défends encore une expérimentation approfondie de la technique. Mais, dans le même temps, je suis quelqu'un que je suis ouvert. Moi, je me souviens toujours un ami à moi, que maintenant il enseigne dans un conservatoire à Perugia, et je me souviens qu'il m'avait dit une fois qu'il était il avait une salle de piano et il jouait du blues, il improvisait, il arrivait son prof, il a dit la prochaine fois que je t'entends jouer un truc comme ça, je te fous dehors. Dans le sens parce qu'il voulait qu'il reste sur un contexte académique, sur un contexte, comme par exemple moi, voilà, avec mes étudiants, je les dirige, j'essaie de les éduquer vers et de les faire comprendre que la technique est importante. Mais après, je ne les lève pas de l'expérimentation. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. pour cette réponse. Voilà, ça reprend. J'ai trouvé une citation de Doris Humphrey qui me rappelle ce que tu as dit il n'y a pas longtemps en cours. Toute la vie fluctue entre la résistance et l'abandon à la gravité. Ça, c'était ça m'a fait penser à quand tu nous expliquais qu'il faut ni être contractile, ni ramomol. Voilà. Mais Doris Humphrey disait un truc très important, que le mouvement, c'est un arc entre deux morts. Oui, c'est des... Tu te souviens ça? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que le mouvement, c'est un jeu entre toujours l'équilibre et le déséquilibre. Tu comprends? Et dans le sens que, c'est comme, tu sais, quand tu dis ta zone de confort, ok? Ta zone de confort, qu'est-ce que tu es? Tu ne fais plus rien. Tu es dans la zone de confort. Donc, c'est la crise, comme disaient les Grecs, le déséquilibre, le danger qui fait que tu avances. Dans le sens, si tu restes dans l'axe, il n'y a rien qui se passe. Pour avancer, il faut que tu sors de ton axe. Donc, voilà. Et le mouvement, justement, si tu es dans la rigidité, tu ne bouges plus. Tu comprends? Ils n'arrivent pas à comprendre que... mais ça, c'est une difficulté parce que ils rentrent en jeu, si on veut, la rigidité, ils naissent dans le moment que tu es trop envahi, tu comprends, d'un sens du devoir, ou de te tromper, ou de la peur d'aller. Tu comprends? Donc, tu les sens comme ça. C'est une surcharge de responsabilité et de peur d'aller. Donc, tu les sens dans l'axe, complètement dans une structure rigide. Et non. Parce que le problème, c'est que dès le moment qu'ils pensent, pour revenir à la truc, technique, oh mon Dieu, responsabilité. Non. Et là, on rentre encore dans le jeu d'avant. Tu comprends? Tu peux trouver l'axe tout en étant dans le jeu. Mais c'est difficile à trouver. Mais cette difficulté, toujours Catherine David, je trouve qu'elle l'exprime parfaitement. Elle dit, alors elle parle plutôt du piano, mais elle dit l'essence de la technique, c'est le double bind promu au rang de méthode pédagogique, l'injonction impossible. Dans l'idéal de l'archer zen, n'est-ce pas le vouloir sans vouloir, tirer sans tirer, qui permet la juste visée? N'y a-t-il pas, dans la haute tension des gestes de l'amour, un mélange de consentement et de refus, une résistance exigeant d'être vaincue, dût-on la réinventer sans cesse? Soyez forts sans crisper vos muscles, avancez le genou en reculant la hanche, poussez et tirez en même temps, pensez à ce qui relie vos pieds à votre nuque, vos mains à vos genoux, laissez vos doigts, vos bras remonter vers le plafond, comme dans une gravitation inversée, alliez la souplesse et la force, la lenteur et la vitesse. Impossible, Jean le débutant coincé dans le passage de pouce d'un arpège. Voilà, je trouve que c'est génial. Ah, mais oui. Et mais oui. Mais c'est juste parce que c'est très intéressant. Même dans ces mots, tu sens un jeu. Tu comprends? Tu sens ce jeu, tu sais, de contradiction constante. Tellement qu'il dit un truc, il détruit et il cherche un autre. Donc, bah oui. Il faut les deux en même temps, c'est ça qui est difficile. Tout à fait. À la fois la souplesse et la force. Mais tout à fait. Et comme disait Paul Valéry, dans la grande rigueur, il naît la grande liberté. Voilà. Mais après, il faut pas rester absolument prisonnier de la rigueur, tu comprends? Parce que tu sais, dans la rigueur, parfois, ça rassure. Et là, tu vois, parce que moi, comme je disais que je suis un Jungien, là, il faut qu'il joue les différents archétypes.
Tu comprends? Là, on rentre dans la mythologie, tu sais, Apollon et Dionysios. Tu comprends ça? Ça, c'est quelque chose d'important. Et tu vois, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant pour ça que je reviens à la mythologie, à la nature profonde de l'humaine, que Dionysios, il partageait son temple avec Apollon. Donc, il partageait. Et sur l'entrée du temple, il dit, connais toi-même. Parce que je pense que dans le moment que tu connais toi-même, là, tout est ouvert. Tout est possible. Parce que tu n'as pas peur de trébucher. Même si tu trébuches, tu sais tes possibilités et tes failles, ta force et ta faiblesse. Donc, il y a ce jeu constant de vie-mort, de lâcher. J'allais dire, ça va être le titre de la vidéo, je pense. Voilà. C'est très intéressant. Parce que la danse, elle est constamment confrontée avec ça. Oui. Mais oui. C'est pour ça que c'est au centre de tous les problèmes philosophiques. Voilà. Alors, aujourd'hui ou hier, je sais plus, tu avais dit que pour le spectacle, tu ferais un lien avec ce qui se passe en Ukraine. On danse sur un groupe ukrainien. Et à un moment, tu as dit ce que je propose, c'est pas la vérité, c'est ma vision. Et du coup, oui. De toutes les manières possibles, toutes les variations possibles, il y a une grande question qu'on se pose en philosophie de l'art, c'est y a-t-il une vérité en art? Quel est le rapport de la vérité avec l'art? Et du coup, sachant ce que tu as dit là, qu'est-ce que ce serait la réponse? Et si tu n'as pas trop de réponse, c'est pas grave. Non. Mais tu le sais, sur certaines choses, je suis un Nietzschéen. Hein? Ah bah, oui. Dans le sens que la vérité, voilà, c'est seulement le temps qui nous dira si c'est vrai ou pas vrai la chose. Après, chacun y a sa vérité. On est voilà. Je veux dire, c'est pas non plus du relativisme, mais c'est du perspectivisme chez Nietzsche. Bravo. Toutes les vérités, j'ai étudié pendant, toutes les vérités ne se valent pas. Tout est son contraire. Et chez lui, c'était la contradiction. Dans le sens, il y a un éloge à la contradiction. Voilà, oui. Donc, constante. Donc, on le sait très bien, ça. Mais, et après, il disait quelque chose de très beau, qui disait que, malheureusement, l'être humain, il est condamné à l'interprétation. Oui. Il n'y a pas de phénomène moraux, il y a une interprétation morale des phénomènes. Voilà. Donc, de conséquence, la vérité, je sais pas. C'est pas la vérité, vraiment. Il y a la vérité d'un instant, de ce que tu sens. Ce qu'on disait tout à l'heure de la sincérité. Tu comprends? Il revient sur la sincérité. Dans le sens que, voilà, il y a cet instant dans lequel tu es en train de ressentir quelque chose, et tu sais qu'il y a une part de sincérité, une vraie sincérité dans toi, et qu'après le geste, c'est rien d'autre que le reflet de cette sincérité, de ce que tu sens dans ce moment. Dans le sens que je suis quelqu'un qui approfondit à travers la pensée, à travers trouver des explications métaphysiques aussi. Mais je suis quelqu'un de très aussi... D'abord, il y a l'action. Mais oui, c'est quelque chose de comme ça. Et parfois, j'aime me surprendre aussi. J'aime me surprendre d'un instant. Donc, je pense que c'est là qu'il se pose la vérité. Dans le moment que tu il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait vraiment et qui va au-delà de la pensée, vraiment, si tu veux programmer ou pour un fond, ou pour trouver une perfection ou une vérité. Il est là. En effet, beaucoup de monde, par exemple les élèves, il y a des élèves qui remettent, c'est des profs maintenant, ils disent, mais comme tu fais, tu changes tout le temps. Dans le moment qu'on pense qu'on a compris ton truc, tu n'émerveilles avec quelque chose que, dans le sens que cette année, voilà, dans un spectacle que j'ai fait, j'ai mis du Vivaldi. Et j'ai dit, mais on n'aurait jamais pensé. J'ai dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et dans le sens que, il y a quelque chose qui se passe dans l'instant, et après l'écriture aussi, si tu veux, il y a vraiment que cette connexion entre les arts. Et tu dois être simplement dans l'instant présent et dans la connexion. Et là, je pense que là, il y a quelque chose de vrai, ou d'illusion, même l'illusion de la vérité. Voilà. Mais il est concret.
Après, voilà, c'est ça le truc. Dans le sens que je me pose pas la question s'il est vrai. Mm. Je pose seulement la question si je suis sincère dans ce que je ressens. Et voilà. C'est un peu la définition du perspectivisme. Voilà, Fait, hein. tout à fait, tout à fait. Ah, voilà. Tu l'as. Je remets pause. Sur cette question de d'abord l'action, ensuite la pensée. La dernière fois, donc, on parlait d'une certaine mouvance de l'art contemporain aujourd'hui, où le concept a tendance à surpasser l'œuvre. Voilà l'œuvre, oui. Ouais. Et il y a, dans certaines performances ou quoi. Et il y a deux questions, pareil, qui sont posées aux lycéens au bac de philo que j'ai trouvé. C'est l'originalité suffit-elle à faire la valeur d'une œuvre d'art? Et aussi, bon, après, peut-on reprocher à une œuvre d'art de ne rien vouloir dire? Toute œuvre d'art veut-elle dire quelque chose? Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Cette question-là, mais déjà, l'originalité suffit-elle à faire la valeur d'une œuvre d'art? Je trouve que c'est une question qui se pose bien à ce niveau-là, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on voit bien que quand c'est juste pour faire un truc, quand l'intérêt tient juste dans l'originalité, il me semble que ça devient ce genre d'art conceptuel qui est vide et qui part d'une pensée en fait au lieu de, alors que ça se fait de la philosophie. Mais là, je pense que là, je pense qu'on a perdu vraiment le contact avec le profond de l'humain. Quand une banane clouée sur le mur, non, mais excusez-moi, il y a une espèce de provocation, je pense. Il y a une espèce de provocation, il y a l'aspect conceptuel. Est-ce que ça reste de l'art? Sous prétexte que c'est original. Non. Pour moi, non. Merci. Non, mais je prends pas des... non. Non, merci parce que je suis d'accord. Non, je prends pas un parti pris. Je Oui. suis pas critiqué dans ça. Je parle de moi, hein. Oui. Je parle de moi. Moi, il faut que... Ok, après, on peut expliquer à travers, tu sais, tous les symboles, avec l'inconscient, avec l'analyse du profond, le pourquoi d'un symbolisme. On peut. Ok, on peut expliquer. On peut être expliqué. Ok, si on va prendre la symbolique, tu sais, l'inconscient, la transposition des images, voilà, comme on l'avait vu avec Freud d'abord, avec Jung, après l'évolution de l'inconscient collectif, tu comprends, des images qui viennent du profond. Mais après, il y a quelque chose, je pense qu'à la base, l'art, il faut qu'il parle à l'inconscient. Et après, il faut qu'il te... Dans le même temps, tu vois le siffle, il faut qu'il se transforme dans ce qu'on appelle un émerveillement. Déjà. Voilà, l'émerveillement. Et après, il faut que tu dis, waouh, être surpris. Et que cette surprise, il engage tout un mouvement à l'intérieur de toi et qui fait que tu dis, waouh. Est-ce que ça, ce serait pas la définition du beau? Parce que oui, pareil, du beau, c'est ça. Parce que pareil... Dans le sens, moi, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre jour, quand je venais ici, j'ai passé dans l'Auvergne et il y a ce faucon qui me passe devant la voiture. Wow, une puissance. Tu vois, je fais voilà, qui me prend tout le corps, me prend les sens. Et j'étais émerveillé de cette surprise et cette beauté du vol qu'il a tourné juste devant la voiture. Donc il y a quelque chose qui me parle de quelque chose de sauvage, quelque chose de beauté, de puissance. Une envol. Voilà. Mais dans la banane clouée sur le mur, non, je ne suis pas pris de ça. Et non, le conceptuel, tu sais, si j'ai envie de lire un livre, je lis un livre. Mais si je veux voir une œuvre d'art, franchement, mais ça m'intéresse le conceptuel, parce que franchement, c'est un autre point de vue et ça m'intéresse énormément. Mais après, je pense que l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui voilà, il y a le sens vraiment profond qui t'amène à quelque chose au-delà d'une réflexion.
voilà, et c'est parce qu'il touche des symboles de l'inconscient profond, tu comprends, qui parle tout. Donc, en un certain sens, on pourrait dire qu'on est prisonnier d'un inconscient collectif, mais wow, on est des humains aussi, donc les conséquences. J'ai envie de me faire surprendre et de m'émerveiller encore devant la pleine lune, là, que c'est ce soir ou demain soir. Tu comprends, cette puissance qui nous amène à quelque chose de... ce que tu disais tout à l'heure, le mystère qu'il est derrière. Tu comprends? Comme par exemple, l'exemple plus banal. L'exemple plus banal. La Joconde. C'est pas la Joconde, mais c'est ce regard. Qui est? Qu'est-ce qu'elle pensait? Voilà. Ça, c'est pas quelque chose de visible. C'est quelque chose qui te transmet un regard. C'est vraiment l'exemple le plus simple. Pourquoi il fait autant de trucs? Et parce qu'il y a quelque chose dans son regard. Donc voilà. Mais il n'y a rien de conceptuel. C'est ce mystère de cette personne qui te renvoie une époque, qui te renvoie une femme, avec ou un homme, on ne sait pas, tu sais, comme dans ce moment, il y a toujours ce questionnement. Donc, je pense que voilà, le conceptuel, oui, c'est très bien pour donner un autre point de vue, mais l'art... c'est pas l'expérience artistique. Voilà, c'est pas l'expérience artistique, je pense. Et même si j'ai fait partie, par exemple, dans les années début 80, je faisais des performances avec l'Académie des Beaux-Arts en Italie, et on avait fait une performance dans une galerie désinfectée d'un train qui passait plus. On était tout nus, c'était un examen, et on tapait avec... il y avait des lumières, tu sais, contre les parois de la galerie, du chemin de fer, et on tapait avec des marteaux sur les rails. Et il y avait une violoncelliste avec un texte, dans le sens qu'il y avait l'obscurité. Il y avait le côté, le chemin tracé, dans le sens que la personne qui s'était intéressée de ça, mais il y avait des personnes qui ne voulaient pas, et c'était dans un virage. Ça les faisait vraiment peur déjà le fait de rentrer dans la galerie, dans le tunnel. Tu comprends? Donc déjà, il y avait des choses émotionnelles qui créaient ça. Après, cette fille avec la violence, et nous qu'on tapait là, il y avait une puissance, il y avait une violence. Donc je pense que même si c'était quelque chose de conceptuel, il y avait si tu veux, il répercutait quelque chose de vraiment, une action vraiment concrète. Voilà. Et puis il y a autre chose, parce que tu sais, il y a donc la mode de l'art contemporain, ça va un peu avec la pensée, cette idée que la beauté c'est une valeur bourgeoise à laquelle l'art aurait tort de s'en tenir. Mais du coup, si on est un artiste qui est dispensé de produire de la beauté, il est dispensé d'avoir du talent, un peu. Il y a une phrase de... Après, on rentre sur qu'est-ce que c'est le talent. Oui, non, mais du talent. Enfin, tu vois, en gros, il n'y a pas besoin, ou de la technique, mais il y a besoin de rien du tout pour coller une banane sur un mur. Il y a un talent de management pour vendre des choses qui n'ont aucun talent. C'est un talent, mais commercial. C'est différent. C'est un talent aussi. Voilà, avoir le talent de vendre quelque chose qui n'a aucun sens. Oui, c'est un talent commercial. C'est un talent commercial. Il y a une phrase de Raphaël Antoine que j'aime beaucoup. Il dit « Quand l'art dépend de la beauté, l'art ne dépend que de lui-même. » C'est la même chose. Ben voilà, tout à fait. Et alors, oui, il y a une question qui va un peu avec. C'était toutes ces questions-là. Peut-on reprocher à une œuvre d'art de ne rien vouloir dire? Toute œuvre d'art veut-elle dire quelque chose? Une œuvre a-t-elle toujours un sens? Mais ça sert, bon, je pense que ça revient un peu à ce qu'on a dit sur toujours la même chose. Je pense que c'est pas le sens, c'est ce qui provoque. Oui. Tu sais, c'est important. Après, tu peux pas savoir qu'il y a un sens, mais il provoque. Par exemple, j'ai fait une chorégraphie cette année. C'était très intéressant. J'ai fait un quatuor et c'est une musique qui s'appelle Chaos. Et moi, la chorégraphie, je l'appelais Ténèbres, dans le sens que je suis allé explorer complètement mon côté obscur, certaines choses non dites. Attention, parce que les gens, ils confondent toujours obscur avec le mal, oui. Comme on parlait tout à l'heure. Oui. Donc, je suis allé à toucher des points, mais pas pour provoquer quelque chose. Et bien, dans toutes les chorégraphies, c'est la chorégraphie que les gens, ils ont apprécié plus. C'est parce qu'il y avait vraiment il y avait quelque chose entre le mouvement, entre vraiment l'écriture et la musique. Et même si la musique elle était une boucle qui crée crescendo,
j'ai pas, il y a des choses qu'on va pas s'expliquer. Voilà. Et, au niveau de l'enseignement, là, je reviens un peu à ce qu'on disait au niveau de la technique. Il y a une question que j'ai, qui est l'art s'enseigne-t-il souvent. En gros, dans tes cours, tu nous apprends déjà la technique, essayer la confiance, tu me disais, et puis essayer de nous faire sentir ce qui se passe dans notre corps. Déjà, la chose plus importante, c'est de sentir le sol. Oui. De sentir son poids. Et comme dans ce poids, tu peux repousser vers l'eau. Pour moi, il est très important, cette sensation. Déjà, de vraiment de sentir que tu existes, que tu es sur la terre, tu comprends? Que tu es là. Et comment utiliser ton poids pour repousser avec de l'intérieur. Tu comprends? C'est comme c'est un vrai processus alchimiste. C'est comme dans la terre, de lâcher ton poids dans la terre, dans quelque chose que tout le monde, il a toujours, parce qu'on parle de légèreté. Tu comprends? La légèreté, pour te légèreté, tu as besoin toujours d'une poussée. Ouais. Sinon, tu flottes. Donc, comment, dans ce poids et dans cette conscience du poids de la matière, après, on va créer ce qu'on appelle une verticalité qui ne finit jamais et qui a une forme d'élévation même spirituelle. Donc ça, c'est la première des choses. Du coup, est-ce que tu dirais que l'art peut s'enseigner? Dans le sens, est-ce que tu peux leur apprendre à devenir danseurs s'ils ne le sont pas déjà un peu? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'on peut enseigner à être artiste? À être danseur? Mais autrement que... Est-ce que... Non, je peux enseigner à se poser des questions, comme je disais aujourd'hui. Comme par exemple, moi, je suis vraiment... c'est cette phrase que je vous dis, hein, de Voltaire, hein, que la valeur d'un être humain, on le voit à travers la question qui se pose. Parce que la question, c'est un mouvement. Le savoir, c'est quelque chose de statique, je sais. Ouais, c'est bien ça. Après, bon, je sais, c'est une autre histoire. Donc, mais je sais quelque chose. Mais c'est savoir, si tu ne l'alimentes pas avec le questionnement, tu comprends, et le plus de risques, comme le mouvement, d'aller à chercher autre chose. Donc, je pense que l'artiste, nous, enseigner, c'est éduquer, adducere, c'est donner une direction. Voilà. Donc, je pense que comme mes maîtres, tu sais, ils m'ont donné plein de clés. Mais après, c'est moi que je me décide d'ouvrir la porte. Donc, notre rôle, c'est celui-là de donner, comme dans la philosophie zen, hein, dans la philosophie zen, que les maîtres, ils posent la question et tu dois trouver la réponse. Voilà. Tu dois trouver la réponse et quand tu reviens, ils te donnent une autre question. Dans le sens que je donne tous les outils pour faire l'équation, pour faire l'algorithme. Pas le faire à la place des gens. Ah oui. Et non, mais c'est pas possible. Parce que sinon, tu le fais pas agrandir. C'est comme tu trouves la solution constamment à ton enfant ou à ton élève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est comme ça. Non, tu donnes l'input, tu donnes les outils, tu donnes la réflexion, tu donnes le matériel pour ça, mais après, c'est la personne qui doit faire ça. Donc, je pense qu'on peut donner les moyens pour faire sortir quelque chose qu'elle était déjà là. Voilà. Tout à l'heure, on parlait, oui, du concept qui est fait pour penser et de l'art qui, en gros, est fait pour procurer une émotion. Et ensuite, mais des questions intéressantes que j'ai trouvées, c'est l'œuvre d'art ou la danse est-elle une expression privilégiée de l'esprit et la beauté oblige-t-elle à penser? Est-ce que, en fait, le fait d'être confronté à la beauté, déjà l'émotion, ça fait pas penser et d'une manière plus profonde, plus efficace peut-être même que le concept? L'émotion?
tu Oui. dis. Oui, Il fait c'est-à-dire plus, il fait après. plus. Mais est-ce que la beauté ne donne pas à penser de façon... Non, moi, la beauté, je la contemple. Oui. La beauté, je la pense pas. Oui, mais pas sur le moment. Oui. Mais je trouvais la forme... La première des choses formation quand je me confronte avec, parce que beauté, J'allais dire, tu vois, cet émerveillement-là, en gros, forcément, le fait de te dire waouh, forcément, tu vas te dire ah, mais c'est ou même, par exemple, le moment où tu disais que tu étais un peu en transe parce que tu te sentais limité par la. oui, pour l'écriture, Ouais. ouais. Et ben ensuite, tu te dis ah, mais c'était quand même fou comme expérience et du coup, ça t'a donné à penser. Tu vois, Oui, c'est plutôt en ce sens. tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est quand il commence à s'abaisser l'émerveillement et l'émerveillement, si tu veux, et les, les, les sensations qui procurent vraiment ces sentiments, cet émerveillement. Là, tu commences, je pense que pas pour tout le monde, hein, mais tu commences à te poser la question et à réfléchir sur si tu veux, pourquoi cet émerveillement, pourquoi cette émotion. Mais je pense... Oui, je pensais pas forcément à la question pourquoi, parce qu'on dit souvent qu'en philosophie, c'est toujours la mauvaise question, pourquoi, parce qu'en gros, c'est infini, on peut remonter sans cesse. Mais oui, pourquoi tu peux pas. Mais c'est plutôt le comment, c'est en fait juste garder cet émerveillement, cet émerveillement, mais essayer de un peu d'écrire avec des mots, donc forcément moindre, mais essayer de toucher un peu par la poésie. Parfois, oui, à travers la poésie. Mais ça reste une forme de pensée. Oui. Il y a certaines choses que j'ai pas envie d'expliquer. Mais ça, c'est moi. Il y a certaines choses que, parce que dans le moment que tu mets en action la pensée, pourquoi faire? Pour donner une explication à toi ou pour la raconter à quelqu'un? Si tu dois partager ça, si tu veux avec quelqu'un, tu as envie de partager ça. Tu as envie de partager. Donc, là, il faut que tu trouves, comme tu dis, cette poésie. Il faut vraiment que tu trouves des... Et après, il y a toujours le questionnement, comme l'autre, il perçoit ça. Comme tu, à travers vraiment la connaissance, à travers même le ton de la voix, comme tu racontes, c'est hyper important ça. On le voit en théâtre, on le voit dans la poésie aussi, la pointation, comme tu utilises les mots. Ce jeu, vraiment pour transmettre ça. Mais moi, personnellement, il y a des choses que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me les, surtout à moi. Je veux rester dans cet émerveillement. Parce que c'est comme si tu rationalises parfois. Un peu. Ah oui, c'est vrai. Il y a ce qui s'explique et puis il y a ce qui se comprend. Comme on dit, ce qui Tout se à fait. perçoit. Et ça, mais ça, c'est une question que je veux plus poser dessus. Parce que, oui, je partage des choses dans ma vie quand je suis avec des personnes que je sens qui comprennent. Mais après, il y a certaines choses de l'ordre de l'intimité. Même au niveau, tu sais, parfois, on va avec des amis à voir des spectacles, par exemple. Et des fois qu'on parle, et des fois qu'on parle pas du tout du spectacle, de qu'est-ce qu'il nous a procuré. Il y a comme une vraie forme de ressenti intime. Ça m'est arrivé vraiment avec des amis aller voir des spectacles. La dernière temps, on allait voir les ballets de Monte Carlo qui avait des chorégraphies de Matzek, de Kilian. Dans le sens, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas parlé beaucoup. On a regardé, non pas parce qu'ils nous ont rien transmis, mais qu'il y a des fois qu'on a envie de discuter. Ça dépend toujours de la personne, voilà, de comment on se trouve dans certains moments aussi. Merci encore pour cette réponse. Oui, donc c'est la fête à côté. Ah oui. Oui, sur la... Alors, déjà, une question sur le génie. Ça m'intéresse.
il y avait une question, c'était que voulons-nous dire lorsque nous disons d'un artiste qu'il a du génie? Est-ce que, déjà, toi, est-ce que tout ce qui est ces notions d'inspiration, de génie, quelle place tu leur accordes? Parce que tu sais, il y en a qui estiment en gros que l'inspiration, ça n'existe pas vraiment, comme le talent aussi. Voilà. Que c'est du travail. Non, non. Pareil pour le génie. Quelle place tu donnerais à l'inspiration, au génie, à toutes ces notions? Oui. Talent. En danse particulièrement. C'est cet état de grâce, je pense. Le génie, pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a les connexions ouvertes. Il y a quelqu'un qui est disponible. Qui est disponible et qu'il est disponible et qu'il est connecté. Qu'il est connecté à vraiment à ce qu'on appelle l'âme du monde. Parce que c'est dans l'âme qui se passe. C'est dans l'âme vraiment. Et James Hillman, c'est quelqu'un vraiment c'était un élève de Jung, il a beaucoup penché sur l'âme, le code de l'âme. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est connecté avec cette âme profonde et de l'âme du monde. Donc ce génie, je pense que c'est pas quelque chose qui l'appartient, mais qui appartient à quelque chose qui va au-delà de l'individu. De l'individu, donc. Pardon? J'allais dire, est-ce que ce serait plutôt quelque chose d'inné ou d'acquis? C'est un peu l'éternelle question. Ou est-ce que c'est quelque chose de spontané? Non, c'est inné. Inné. Ouais. D'accord. Je pense que c'est quelque chose d'inné. Oui. Ouais. Il y a des êtres, il y a des gens que moi, il y a des artistes que j'ai rencontrés qui avaient quelque chose, mais en même temps, ils sont tellement connectés avec des forces profondes qui parfois ne laissent aucun espace à leur vie dans le concret. Ça déborde trop. Ouais, je pense que mais par exemple, pour retourner à Jung, Jung disait que quand tu es guidé de ces forces profondes, ça peut être dangereux dans la réalité. Donc on les voit, hein. Beaucoup de génies, parce qu'ils ont ce pouvoir d'atteindre des choses que l'humain normal, il n'a pas accès. Et du coup, le fait qu'ils ne sortent pas toujours très bien dans leur vie personnelle, ça vient de l'incompréhension, du fait qu'ils ne peuvent pas partager? Ou non, moi je pense que c'est vraiment de leur adaptation à la réalité. Je pense que c'est vraiment ça. D'accord. Moi, j'ai rencontré des personnes, vraiment des artistes qui avaient ça et qui, dans la réalité, dans la vie quotidienne, si on veut dire, c'était hyper difficile. C'était vraiment extrêmement difficile. Leur quotidienne, leur relation avec le concret, avec le monde réel. Donc, je pense que c'est quelque chose inné. D'accord. Et dernière question, on a pas mal parlé de liberté. Et dans d'autres interviews, sur toute la culture, où je t'avais demandé pourquoi tu avais choisi le modern jazz, tu m'avais dit mais c'est pas, j'ai pas vraiment décidé. Et pourtant, c'est là que tu as été le plus libre. J'imagine que tu serais d'accord avec ça. Ça c'est complexe comme question, mais je veux être sincère, hyper sincère, avec les personnes qui nous écoutent, qui nous voient. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce que en fait, les questions sur lesquelles je suis tombée en façon bac philo, c'est un artiste choisit-il d'être artiste, et c'était l'autre, c'était de quelle liberté l'art témoigne-t-il? Voilà, choisit-on d'être artiste et de quelle liberté l'art témoigne-t-il? En gros, est-ce que le fait que tu n'aies pas choisi le modern jazz, c'est plutôt le modern jazz que tu as choisi, ou alors que tu y étais décidé et que tu n'as pas décidé, est-ce que c'est pas là que tu étais le plus libre? Plutôt que si tu t'étais dit
oh, je sais pas ce que je fais, oh bah tiens, je vais prendre ça. Là, est-ce que c'est pas moins de la liberté? Ça, c'est un discours ça, c'est une question qui renferme tellement de choses. L'existence même. Tu Oui, sais, c'est sûr. c'est vraiment l'existence même. Il y a, dans le sens que moi, j'ai pas choisi le modern jazz. Mon parcours, j'ai pris des cours avec des profs, des chorégraphes contemporains, de Butoh, théâtre-danse, jazz, urbain. Dans le sens que j'aime danser. Depuis jeune, j'aime danser. Et j'aime pas me renfermer dans quelque chose de vraiment si tu veux, de dire voilà, je suis danseur de ci, de ci, de ça. Ça, c'était un peu le truc que quand je suis arrivé en France, 88, ils m'ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu es comme danseur? Je me souviens de toujours. Et ça m'avait questionné, ça. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est quoi ta dominante classique, contemporaine, jazz? Je dis non, moi, j'ai un parcours très atypique, je dis sur certaines choses. J'ai eu des bourses d'études, j'étais chez Alvin Ailey, j'ai fait 3 mois au Juilliard. Je dis, j'ai exploré plein de choses. Donc, si tu veux, la question, c'est pas quel type de danseur. La question, c'est qu'est-ce que tu aimes danser? Oui. Et j'aime danser plein de choses. Donc, dans le moment que je sentais quelque chose qui me parlait, je ne me posais pas la question un style ou l'autre. Après, j'ai commencé à faire mes propres chorégraphies et mon écriture, voilà, je sentais que la dominante, il y avait quelque chose, mais pas parce que je dis ça, je veux faire du jazz. Oui. Parce que même des gens, ils disaient, ouais, tu as une énergie jazz, tu as une énergie jazz, tu as une énergie ça. Donc, en France, on le sait très bien. Quand tu donnes des cours, parce qu'il y a diplôme d'État, voilà, classique, contemporain, jazz. Donc, je me souviens à une personne que je respectais beaucoup, Jean Pomarès, qui m'appelle, il me dit, Angelo, tu veux faire la variation pour le AT en jazz. Mais il m'avait vu danser aussi dans le contemporain. J'avais fait un trio avec Mio Greco, avec Inga Stern, tu sais, un contemporain. Donc, il m'avait vu danser aussi dans ça. Et après, en parlant, j'avais pris des cours avec un ami aussi à lui, que j'étais aussi en Espagne, à Venise, que c'est Lindsay Camp. Lindsay Camp, c'était le prof, celui-là qui a créé, si tu veux, l'image et toute la structure théâtrale de David Bowie. Donc, avec lui, j'avais pris pendant 3 mois, après je l'avais suivi 2 mois à Madrid, et Jean, il connaissait très très bien. Donc, je m'inspirais beaucoup aussi de la théâtralité de la danse. Donc, si tu veux, mais après, il y a quelque chose d'inné, tu comprends, dans la personne. Quelque chose que tu te... Et les gens, beaucoup d'amis disent, mais pourquoi tu vas pas vers le contemporain qui fait des créations comme ça? Mais oui, ok, là, je vais intellectualiser la chose. Tu comprends ce que je dis? Donc là, il y a le complexe. Je vais intellectualiser la chose que moi, je me pose pas la question si c'est du contemporain. C'est ce que je ressens. Et du coup, est-ce que c'est pas là où tu es le plus libre? C'est-à-dire, mais oui, je suis une liberté en plus. Mais je me pose pas la question si je suis libre ou non. Parce qu'il y a des fois, que moi je travaille avec une agence d'événementiel, et ils nous demandent des choses plus abstraites, des choses un peu plus conceptuelles. Mais moi, le conceptuel, il faut même si c'est conceptuel, il y a toujours le figuratif. Il y a, par exemple, j'avais fait une installation avec une cage blanche, ok, avec des parois blanches, comme ça, une structure, et les danseurs étaient tous blancs. Et donc, le public, il prenait des seaux de couleurs et il jetait dans ce truc, et donc, il prenait toutes les couleurs et ça se formait un tableau dans le moment. Voilà. Donc, si tu veux, c'est du conceptuel, mais l'image, elle était wow, ça faisait un bel effet. Mais j'avais utilisé une écriture qui n'avait rien à voir avec mais en même temps, je me sentais libre.
parce que j'ai abordé certaines choses. En effet, liberté, c'est se donner la possibilité de l'expérimenter et de dire, je vais voir, comme le fameux, tu sais, zone de confort, l'équilibre, déséquilibre. De dire, voilà, stop, pourquoi je dois... je sens que c'est une énergie parce qu'ils viennent d'une nature, on a une nature. Donc, mais voilà, après, on l'appelle modern jazz, on l'appelle jazz, on l'appelle, je sais pas quoi, contamination, on l'appelle expérimental, parce qu'aujourd'hui, tu sais, ils font des appellations de tout, parce qu'on a besoin d'un produit. Oui, c'est ça, oui. Donc, mais voilà, moi je pense que pas parce que je fais le modern jazz, je me sens libre. Je me sens libre dans tous les cas. Dans le moment que je suis sincère et je suis en cohérence avec ce que je ressens. Donc voilà. Parce que c'est pas un choix justement, tu te dis, ah bah tiens, je vais faire ça, c'est juste. Ah non! Voilà, c'est pour ça que je voulais dire. Ah non. T'es plus libre quand tu fais parce que. En effet, pour terminer, vraiment, je te dis un truc très intéressant. Il y a une amie qui c'est une chanteuse, danseuse, qui m'a dit, tu as galéré dans ta vie pour faire tes choix artistiques? Je dis non, jamais. Moi, j'ai suivi toujours ce que je ressentais. Donc, alors quand les gens ils me parlent, j'ai galéré pour arriver. Mais pourquoi il faut galérer? Tu fais quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu désires. Pourquoi tu parles de galère? Oui, on a eu des moments difficiles, que tu es d'un état comme ça, mais dans le moment, je pense qu'on a une passion et qu'on met en acte la passion, comme je ne sais pas qui c'était, c'est Bouddha ou c'était Confucius qui disait, dans le moment que tu vives de ta passion, tu ne travailleras jamais de ta vie. Ouais. Donc c'est une grande chance, c'est une grande liberté, ça. Donc qu'il soit modern jazz, qu'il soit contemporain, qu'il soit le truc. Dans le moment que, voilà, tu sens que ça vient avec une sincérité et une facilité. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tout le monde. C'est une très bonne conclusion quand même. Ben voilà, je sais pas comment finir vraiment cette vidéo, mais du coup, à bientôt. Je pense que la prochaine fois, ça devrait être avec un pianiste de jazz qui se trouve être mon père. Et donc, voilà. Et donc, on va aussi parler de l'improvisation, entre autres, et du jazz. Là, on avait la danse, ensuite on aura la musique et piano surtout. Merci beaucoup, merci pour tout. Et c'était un bon moment de partage et surtout un bon moment de se dévoiler dans la sincérité. Et merci beaucoup à toi, je sens déjà d'avoir accepté. Voilà, je suis trop contente. Super. Mais voilà, parce que moi je suis pas trop. C'est la générosité. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent mais pourquoi tu n'écris pas le livre? Non, c'est moi le livre. Venez apprendre des cours si vous avez envie, c'est ça le truc. Et donc, enfin, Socrate, il voulait pas écrire parce qu'il disait que ce qui était vivant c'était la parole, donc il n'a pas écrit. C'est Platon. Mais c'est pas seulement Socrate. Si tu lis le livre de Frédéric Lenoir, ils disent que tous les grands maîtres. Attention, je ne veux pas dire que c'est parce que voilà, oh le mec. Mais tous les grands maîtres, ils n'ont jamais rien écrit. Bouddha, il n'a rien écrit. Le Christ, apparemment, il n'a rien écrit. Socrate, il n'a rien écrit. C'est les disciples qui ont écrit quelque chose. Donc, non, absolument, absolument. Je ne suis pas une de ceux-là, je ne suis rien de tout. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose dans l'écriture, il disait, qui perd ce qu'on appelle vraiment le message vrai. Le message vrai et je pense que c'est nous tous, le message vrai, c'est, malgré ils disent, ouais, mais tu devrais écrire quelque chose. Non. Donc, ce document, il va rester quelque chose de fixe, de concret. Merci à toi.